La journée d'hier a été riche en perspectives et en échanges avec, en trame de fond de la plupart des discussions quand même, la dimension profondément politique des processus de transformation et aussi beaucoup de questionnements sur l'engagement des chercheurs, quelle posture adopter, jusqu'où aller dans cet engagement, quels sont les paradigmes fondamentaux qu'il est nécessaire d'appréhender de façon critique, à quel point doit-on et peut-on avoir des approches radicales en tant que chercheur? Et à un moment où il semblerait que tous les indicateurs du tableau de bord terrestre clignotent en rouge, quels sont les risques pour la crédibilité de la recherche sur les sciences de la durabilité à s'engager, mais aussi quels sont les risques de ne pas s'engager à ce moment critique? Donc cette matinée va être l'occasion de prendre plus de temps pour réfléchir à cette dimension d'engagement de la recherche. Et pour ouvrir cette séquence, j'ai le grand plaisir d'accueillir tout d'abord Henrik Davy, qui, juste pour te présenter rapidement, donc Henrik est député LFI NUPES de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, basé à Marseille, depuis 2022. Et avant ça, directeur de recherche en écologie forestière à l'INRAE. Et le combat politique d'Henrik au sein du monde de la recherche est de longue date. Mais en tant que parlementaire, tu as récemment rédigé une proposition de loi sur l'université et la recherche, dont je pense certains aspects seront certainement abordés au cours de ta présentation et de la table ronde qui succédera. Et sans plus attendre, je te passe la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci en tout cas de m'avoir proposé de venir intervenir ici. C'est un vrai plaisir. Alors en guise d'introduction, je vous ai évidemment mis ce graphique que vous devez connaître sur les limites planétaires. Et les différentes limites qui sont déjà atteintes. Et évidemment, cette question de la crise écologique, elle traverse à la fois le monde scientifique, mais elle traverse le monde politique. Et il est évident que nous avons les uns et les autres, chacun dans nos rôles, en fait, un rôle à jouer pour éviter en fait, que nous dépassions trop de limites planétaires et que l'irréversible se produise. Alors, tu l'as dit, je te remercie. Donc moi, j'interviens à la fois en tant qu'ancien chercheur et aussi en tant que député des Bouches-du-Rhône dans la circonscription qui est à côté de celle-ci. Alors, j'ai travaillé donc pendant 20 ans à l'INRAE. Je voulais juste vous rappeler que l'INRAE est un institut de recherche finalisé. Et je pense que c'est important de rappeler la différence entre la recherche fondamentale et la recherche finalisée. J'y reviendrai beaucoup dans cette présentation. Pour vous expliquer c'est quoi la recherche finalisée, c'est quoi la différence. À partir d'une question sociétale, les chercheurs de la recherche finalisée produisent des questions de recherche fondamentale. Typiquement, on part, moi quand je suis arrivé à l'INRAE, il y avait des dépérissements déjà de sapins qui étaient observés par les agents de l'Office national des forêts. Et on a construit un programme de recherche autour de ces dépérissements de sapins pour essayer de mieux comprendre la mortalité des arbres. Et donc on part des questions finalisées pour aller vers des questions fondamentales. Évidemment, pour éviter tout quiproquo, il y a des chercheurs qui font cette démarche de recherche finalisée dans tous les instituts, y compris au CNRS ou à l'université, mais c'est le propre des instituts de recherche finalisée comme le CEA ou l'INRAE de vraiment avoir ça dans leur mission et d'avoir cette mission chevillée au corps. Deuxième chose, évidemment, je suis donc aussi maintenant député des Bouches-du-Rhône et auteur, tu l'as dit, d'une proposition de loi sur l'université et la recherche. J'y reviendrai un tout petit peu. Alors d'abord, en guise d'introduction, je voulais rappeler que la crise écologique est importante, évidemment, mais que les dimensions de cette crise sont multiples et qu'elle ne se résume pas au changement climatique. Il y a au moins trois grosses autres dimensions de cette crise. D'abord, la crise de la biodiversité. Nous vivons une extinction massive des espèces et plus rapide que la plupart des extinctions d'espèces qu'a connues la planète. Nous vivons aussi dans un monde massivement pollué, des pollutions qui sont des pollutions locales aux pollutions globales. Évidemment, il y a le plastique, il y a l'air. Ces pollutions sont un danger pour l'environnement, mais sont aussi un danger pour la santé humaine. Et puis, on a un vrai risque par rapport à notre développement d'un collapse des ressources naturelles. Bien sûr, pendant des années, depuis le Club de Rome, on a parlé du problème de charbon, du pétrole, mais maintenant, on a aussi les terres rares, puisqu'on utilise des batteries. En fait, il n'y a aucune ressource qui est totalement illimitée. Alors certains espèrent pouvoir aller sur Mars ou ailleurs pour trouver de nouvelles ressources, mais néanmoins nous devons penser que les ressources de notre planète sont limitées. Donc les dimensions sont multiples, mais en plus la crise écologique se croise avec d'autres crises et elle les amplifie. Il
Il y a une crise sociale au travers de la planète, notamment avec des inégalités de richesse qui sont frappantes. Et puis, toutes ces crises sociales et cette crise écologique se conjuguent pour générer des crises géopolitiques, dont la dernière en date est la guerre en Ukraine, puisqu'il y a donc des impacts de cette guerre, notamment sur notre bouquet énergétique, et puis qui se transforme aussi dans beaucoup de pays en crise démocratique. Et donc la question qui se pose, alors je vous ai, pour illustrer ça, je vous ai juste mis une photographie, je vous mets quelques petites photos, hein, des fois j'en parlerai, des fois j'en parlerai pas, mais celle-ci, je vais vous en dire un petit mot. C'est une déchetterie sauvage à Saint-Chamas. Donc Saint-Chamas, c'est dans la région, vous la connaissez peut-être, et c'est assez illustratif de la pollution globale que nous générons. D'abord parce que c'est des déchets industriels donc, qui sont entreposés là. Ensuite, pour que vous avertir que ce type de déchetterie est possible, qu'elles sont légales. N'importe quel propriétaire peut obtenir un droit pour ouvrir une déchetterie, mais que c'est limité en termes de quantité à un certain nombre de tonnes, et qu'il avait allègrement dépassé la quantité. Donc la déchetterie est devenue illégale, et quand elle est devenue illégale, elle a brûlé, comme par hasard, avec les bâtiments, et donc du coup avec les documents qui indiquaient que la déchetterie existait. Et la déchetterie est toujours là, on l'a visité récemment avec ma collaboratrice, et l'État refuse de retirer les déchets parce que ce n'est pas des déchets dangereux. Bon, il y a de l'amiante, mais pour l'État, ce n'est pas des déchets dangereux. Et du coup, il refuse de retirer ces déchets et demande à la commune de les retirer, mais la commune n'a pas les moyens, la commune de Saint-Chamas, de les retirer. Je voulais juste pointer un exemple de la crise écologique. Alors le débat qu'on a, c'est de savoir si cette crise est intimement liée juste à l'activité humaine ou à une forme d'activité humaine. Et donc il y a un débat entre bon, ça c'est un débat politique, hein, entre ceux qui disent que nous sommes à l'ère de l'anthropocène et que c'est l'activité humaine en soi qui génère cette crise écologique, et ceux qui disent qu'on est au capitalocène et que c'est ce qui s'est passé avec la révolution industrielle qui le génère. Bon, évidemment, je suis plutôt partisan de la deuxième théorie. L'idée, et c'était juste avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous rappeler quand même qu'on est dans un système où finalement nos grandes entreprises, leur seul objectif, c'est de générer un maximum de profit pour ensuite soit le réinvestir, soit le verser sous forme de dividendes. Un peu souvent, plutôt pour le verser sous forme de dividendes en ce moment. Et que cette course au profit, qui est aussi une course internationale en termes de concurrence, induit une course à la production. Pourquoi? Parce qu'on ne génère du profit que quand il y a le cycle, et c'est très vieux, Marx l'avait très bien décrit dans le Capital, qu'on a le cycle argent, marchandise, argent qui s'y tourne, et plus il tourne vite, plus on génère du profit. Ça avait été c'est bien documenté par les économistes marxistes depuis longtemps. Et ça fait que cette course au profit, elle est intimement liée à une société de consommation. Il n'y a pas de société de consommation sans course au profit, et pas de course au profit sans société de consommation. Et moi, je pense, mais ça peut être soumis au débat, qu'il n'y a pas de société de consommation sans une explosion des pollutions et des dégâts environnementaux. Donc ça m'amène à rentrer dans le vif du sujet. Et d'abord de vous dire, avant de vous parler de ce que la science peut, de vous dire que la science ne peut pas tout. D'abord, pour prendre des exemples très concrets et marseillais, nous n'avons pas besoin actuellement de plus de science pour avoir des transports en commun plus accessibles et plus nombreux. Les techniques existent, c'est une volonté politique. Hein. Nous n'avons pas besoin de plus de science pour isoler massivement les logements. Alors c'est peut-être moins évident, mais donc je siège à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Et nous avons auditionné l'ensemble des acteurs de l'isolation des bâtiments. Ça va des chercheurs qui travaillent sur le domaine à la Fédération française du bâtiment. Tous les acteurs nous disent que les techniques actuelles nous permettraient déjà d'isoler très massivement les logements. Bien sûr qu'on a besoin de faire de la recherche pour des techniques qui, dans 20 ans, 30 ans, amélioreront ça. Mais les techniques actuelles existent déjà. Donc là, je peux vous dire et certifier, y compris c'est ce que nous disent les chercheurs du domaine, on n'a pas besoin de plus de science actuellement pour réellement isoler massivement les bâtiments. Dernier exemple, mais je pourrais évidemment les multiplier, on n'a pas besoin de plus de sciences pour réduire notre consommation de viande, quoique on pourrait avoir l'aide des sciences humaines et sociales, ça certes, mais néanmoins c'est quand même une volonté aussi politique, et pareil pour limiter l'artificialisation des terres. Pourquoi je voulais, en guise d'introduction, commencer par ça? Pour éviter l'illusion d'une surenchère technologique et scientifique qui résoudrait tous les problèmes. Je voulais quand même le redire, je pense que les uns et les autres vous en êtes convaincus, mais ça va mieux de commencer par se le dire avant de ensuite voir le rôle des scientifiques. Alors, ce que peut la science? Alors d'abord, et moi c'est le pari que j'ai toujours fait, c'est peut-être un pari pascalien, mais je pense que la science est libératrice parce que le savoir est libérateur.
Donc la première chose, avant de parler de transition écologique, mais les deux sont liés, la science est un des fondements, mais pas le seul, de l'émancipation du plus grand nombre, l'émancipation de toutes et tous. Pourquoi le savoir libère ? En partie parce que quand dans nos vies on doit prendre des décisions, c'est mieux de les faire à partir de connaissances solides. Alors ce pari en fait scientiste presque, est un pari qui m'est cher et qui a été développé par un philosophe des sciences qui est marseillais, qui est Bouvresse, qui dans une tradition qui va de Orwell à Russell, a dit qu'il n'y avait pas d'antagonisme entre la science et la démocratie, qu'au contraire, que la science était libératrice et que la science permet en fait aux êtres humains d'être plus libres puisque d'agir dans leur vie avec d'une information qui est la plus juste possible. D'autre part, et c'est le corollaire de ça, ce que peut la science, c'est de partager les connaissances et donc éclairer la décision. Pour moi, la science est aussi au cœur d'une refondation démocratique. J'y reviendrai assez souvent. Évidemment, la science, et c'est ça son rôle principal, alors il y a une petite faute, mais c'est de produire des connaissances fondamentales qui sont les bases des innovations de demain. Donc c'est ça le rôle historique des scientifiques, c'est produire ces connaissances. Et puis le rôle un peu historique et important des enseignants-chercheurs, c'est partager cette connaissance. Et puis évidemment, la science peut produire des innovations techniques à partir des connaissances actuelles et des innovations qui, évidemment, peuvent être utiles, voire indispensables à la transition écologique. Alors, évidemment, je fais la différence entre le travail de long terme, la production de la connaissance fondamentale, qui est du ressort des scientifiques, même s'ils peuvent avoir l'appui des citoyens, nous y reviendrons, et la question des innovations techniques, où les scientifiques peuvent être acteurs, mais où c'est le monde industriel et les ingénieurs, et l'aval qui est surtout acteur. Mais il faut qu'il y ait un lien avec les scientifiques. Et donc, un des plus bels objets que la science ait pu produire ces dernières années pour agir dans notre monde, c'est le rapport de l'IPCC, maintenant qui est complété par le rapport de l'IPBES. Et je crois que ça donne à voir ce que peuvent faire les scientifiques, c'est-à-dire, en gros, dire au monde, à la fois aux citoyens et au monde politique, voilà où on en est. Je sais qu'on peut relativiser ça et dire, oui, mais regardez, ça n'a pas été suffisant. Oui, mais où en serait-on si nous n'avions pas ces informations-là, et des informations fiables, sur lesquelles nous pouvons en fait baser nos décisions. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on relativise ce qui a été fait par les scientifiques depuis 20 ans, 30 ans pour documenter la crise écologique. On a trop souvent là à se dire, bah oui, mais ça n'a servi à rien. Non, ça n'a pas servi à rien. Parce que nous avons les bases solides pour engager la transition. Avant d'aller un petit peu plus loin aussi sur le rôle des scientifiques, je voudrais rappeler quelques éléments sur le fonctionnement de la science. Alors c'est mon point de vue. C'est un peu un point de vue assez bourdieusien, en fait. Ça issu quand même des travaux de Bourdieu au Collège de France. Mais moi, je pense que c'est important de le rappeler. La science, en fait, a un fonctionnement très particulier qui met en œuvre des communautés scientifiques dans des disciplines scientifiques et qui répond à des normes d'argumentation dialogique, explique Bourdieu, mais aussi à des normes qui font qu'en général, c'est les faits qui tranchent. Ce n'est pas des débats que théoriques, c'est qu'à un moment donné, il y a des mesures. Alors les faits ne sont jamais neutres, certes, mais à un moment donné, on se débrouille pour avoir des faits qui tranchent. Et ce fonctionnement-là, disciplinaire, qui fait que ça avance vite parce que les membres d'une discipline ont la connaissance de la bibliographie et se connaissent entre eux et savent aussi évaluer le travail des autres, fait que la science fonctionne et produit je l'ai dit après, un savoir à la haute valeur de vérisimilitude. Et donc, tout ça pour dire qu'il est très important de préserver la liberté académique. J'y reviendrai assez souvent, parce qu'on peut avoir la tentation de casser cette liberté académique, soit au nom du profit, soit au nom de l'écologie ou d'autres valeurs. Mais la liberté académique, c'est ce qui permet en réalité quand même la production de connaissances scientifiques. Donc il faut faire attention au pilotage de la recherche et à un pilotage trop politique de la recherche. Ensuite, donc, je vous l'ai dit, la science produit un savoir très particulier qu'il ne faut pas relativiser, qui est à haute valeur de vérisimilitude. Alors, il n'y a pas de vérité en science. C'est pour ça que j'utilise le terme de Popper, de vérisimilitude. Mais en gros, moi, ce que je disais, c'est qu'un forestier, un acteur forestier connaît beaucoup mieux la forêt que moi. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur le domaine que j'ai étudié, qui était le cycle du carbone ou le fonctionnement des scolytes, c'est moi qui sais. C'est moi qui sais. C'est notre communauté scientifique qui sait, c'est jamais d'ailleurs un individu, mais on n'a pas exactement le même savoir que le forestier qui y va tous les jours. Voilà. Mais les deux savoirs sont utiles
pour la transition. C'est là où il y a quelque chose de très important, c'est que les savoirs doivent se respecter et chacun dans sa spécificité. Hein. Il faut que le scientifique soit aussi assez modeste et se dire quand il arrive dans une forêt dont c'est le champ d'action des forestiers depuis tous les jours, il doit les écouter parce qu'il connaît mieux d'un point de vue, on va dire, je sais pas, pratique, la forêt, en fait. Mais néanmoins, le forestier doit aussi savoir que le savoir du scientifique est particulier, et quand il lui dit que le flux de sève, je dis une bêtise, ça fonctionne comme ça et que ça répond comme ça, bah, il faut qu'il puisse écouter le scientifique. Donc, il faut absolument faire rencontrer les différents types de savoirs et que chacun se respecte. Troisième élément important, c'est qu'on a un continuum entre la recherche fondamentale, la recherche finalisée et le développement de technologies, et qu'on a absolument besoin du temps long. Et donc, il faut lutter pied à pied contre l'injonction de performance. Mais d'ailleurs, de performance pour trouver des solutions à la transition, comme de performance pour augmenter la compétitivité des entreprises. Cette injonction à la performance procède d'une méconnaissance du fonctionnement de la science. Rappelons que le laser, en réalité, c'est un représentant du CNRS qui m'en a parlé hier, parce qu'on les visitait en tant que représentation nationale, que le laser, en fait, la théorie du laser, c'est Einstein en 1905, que les premiers lasers, c'est 1950, et que le laser arrive dans nos vies beaucoup plus tard, hein, début des années 80, probablement 90. Donc, vous voyez le temps, un siècle, pareil entre l'algèbre de Boole et le développement de l'informatique, un siècle de développement. Il faut être patient en science. Et il faut que les politiques et les citoyens comprennent qu'on doit être patient. Alors, c'est un peu un problème, d'ailleurs, dans un moment où on sait que la crise écologique nécessite des actions urgentes. Hein. Mais il faut que vous ayez toutes et tous ça en tête. Alors maintenant, j'en arrive à la place des scientifiques. C'est quoi la place des scientifiques dans ce schéma-là? C'est de produire des connaissances pour éclairer la décision, c'est évident. Mais il faut éviter quelque chose, c'est la République des experts. Ce n'est pas aux scientifiques de décider, c'est à la représentation nationale et aux citoyens, peut-être organisés en convention pour éclairer la représentation nationale, mais ce n'est pas les scientifiques qui doivent décider. Il y a une tentation du monde politique, voire des scientifiques, pas tous, hein, mais plus vous montez dans les grades des scientifiques, certains disent « bon, ils comprennent rien les gens ». Moi, j'en ai vu au conseil scientifique de l'INRAM sortir ça en aparté au café. Hein. Les gens comprennent rien, il faut décider à leur place. Ça, il faut vraiment éviter ce travers-là. Donc le deuxième rôle, c'est de produire des expertises collectives sur les grands sujets de société et surtout des expertises collectives. C'est extrêmement important que ce soit collectif. Et ça m'amène à un truc qui est souvent pas très bien compris, mais c'est qu'il faut mieux séparer l'acteur militant et l'acteur scientifique. Et c'est le politique qui vous le dit. C'est-à-dire que moi, quand j'interviens en tant que scientifique, je dis que j'interviens en tant que scientifique. Quand j'interviens en tant que militant, je dis que j'interviens en tant que militant. Et c'est assez problématique que des scientifiques interviennent en tant que militants sans dire qu'ils interviennent en tant que militants. Parce que la façon dont le savoir est transmis, on a besoin de savoir de qui, quelle est la qualité de l'interlocuteur, dans quel nom il parle. Et moi, par exemple, sur le nucléaire, je suis en tant que citoyen contre le nucléaire, mais en tant que scientifique, je ne vais jamais me prononcer dessus. Et je trouve que, là, je suis assez solennel, que les scientifiques, parce qu'on est dans une logique communicationnelle un peu dangereuse, et c'est l'article un peu qui est juste en dessous, que j'ai écrit pour Nature, Sciences et Société il y a quelques années, on est dans un moment où tout se mélange et où on risque de perdre ses spécificités. Et enfin, la place des scientifiques, c'est de décider démocratiquement en concertation avec les acteurs de la société des orientations de la recherche. Alors, les scientifiques dans la transition, eh bien, évidemment, ça, c'est ce que j'ai défendu dans la proposition de loi, c'est qu'il faut augmenter les moyens récurrents, et pas le pilotage de la recherche, pour assurer la liberté académique. Et de l'autre côté, on a peut-être besoin d'un pilotage sur certains éléments de recherche finalisée. Mais ça, il faut déterminer démocratiquement les fronts de sciences en recherche finalisée pour lever les verrous de la transition et définir démocratiquement une stratégie nationale de recherche. Alors, c'est ce que... je vous ai donné quelques exemples, mais ce n'est pas très intéressant. Hein, mais il est évident qu'on peut se mettre d'accord sur des verrous. C'est ce qu'on a essayé de faire dans un article pour Ecology and Society, où on est parti de la centrale de Gardanne, et on a essayé de voir quels étaient les verrous scientifiques pour essayer de répondre aux demandes des citoyens sur cette centrale de Gardanne, hein, qui est une centrale à charbon reconvertie en bois. L'université dans la transition, eh ben, je voulais quand même en dire un mot, même si moi-même je ne suis pas universitaire, c'est qu'on a besoin de bifurquer notre modèle de production. Et mon pari, là, c'est qu'il faut augmenter les qualifications du CAP au doctorat. Il y a un enjeu de qualification énorme pour faire face à la transition. Ça tombe bien, puisque le savoir critique qui est enseigné à l'université est normalement par essence aussi émancipateur. Donc il faut augmenter les budgets, il faut augmenter le maillage, renforcer sur tout le territoire,
Et puis, un autre pari, sur lequel peut-être on pourra débattre, c'est que je pense que si on veut transférer les innovations, on a besoin de plus de docteurs qui passent par les labos publics et qui ensuite vont dans le privé, parce que c'est quelque chose qui va permettre de faire circuler la recherche fondamentale vers le privé. En petite image, je vous ai mis l'université de Coimbra, donc au Portugal, qui est une des plus anciennes d'Europe, fondée en 1290. Donc, c'est de belles institutions. Et je conclurai, il doit me rester 1 minute, c'est ça, un truc comme ça? Alors, je conclurai qu'on a besoin de construire tous ensemble, citoyens, politiques et scientifiques, une science pour nous et pour la planète. Alors, pour conclure et redire des choses que j'ai déjà dit, c'est préserver la tour d'ivoire d'une certaine manière pour que les conditions de l'élaboration des faits scientifiques ne soient pas biaisées et qu'on ne travaille en gros ni au service de Total ni au service de Greenpeace. Je le redis un peu solennellement. On produit et ces faits ensuite peuvent être utilisés par Total ou Greenpeace. Si on travaille bien, en général, ils seront mieux utilisés par Greenpeace que par Total, je pense, dans le monde actuel. Mais il ne faut pas avoir ça comme... voilà. Décider démocratiquement des grandes orientations de recherche, c'est ça sur lequel je vais essayer de travailler dans la prochaine année, c'est de réfléchir à comment on peut piloter la recherche, mais sans les appels à projets qui mettent en concurrence tout le monde. C'est-à-dire comment la recherche finalisée, on peut la piloter, elle, mais en décidant démocratiquement, en concertation avec les citoyens. Et pour co-construire toute cette recherche, il faut construire des lieux de rencontre entre scientifiques et acteurs. Et là, on a vraiment le développement de recherche participative. On a besoin quand même d'une rencontre. Donc, tour d'ivoire, mais en même temps rencontre, c'est vraiment se dire qu'il y a quand même des choses un peu contradictoires, mais il faut arriver à les tenir ensemble. Et je vous ai mis une photo de la Guyane, avec un beau site d'orpaillage qui détruit la Guyane. Et si on devait essayer, scientifiques et politiques, de se mettre autour de la table pour savoir comment on évite ces sites d'orpaillage, ben, je pense qu'il y aura beaucoup de travail. Merci à toutes et tous.